Journée de vote à l'Assemblée nationale. Les députés étaient en plénière pour adopter la loi de règlement au titre du budget de l'État gestion 2011. Un vote qui a abouti à l'adoption de la loi, mais qui, vous le verrez, a divisé majorité et opposition. Et puis, c'est aujourd'hui à Londres que se déroulent les obsèques de la Dame de Fer, l'ex-premier ministre britannique Margaret Thatcher, décédée le 8 avril dernier à l'âge de 87 ans, n'a pas droit à des obsèques nationales, mais son cercueil a tout de même traversé la ville de Londres dans la controverse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, nous nous rendons tout de suite au palais de Kossiam où ont été reçus en audience les ministres tunisiens en charge des transports et du commerce, présents à Ouagadougou dans le cadre de l'ouverture de la ligne aérienne directe entre Tunis et Ouagadougou. Les hôtes du président Compaoré ont aussi évoqué les difficultés entravant donc la coopération entre la Tunisie et le Burkina Faso. C'était hier en fin d'après-midi et voici le compte-rendu signé Yolande Lompo. Nous lui avons transmis la volonté du gouvernement tunisien d'intensifier et de renforcer la coopération avec le Burkina Faso dans le cadre d'une nouvelle stratégie post-révolution qui consiste dans le renforcement de la coopération entre les pays en voie de développement, c'est-à-dire la coopération sud-sud et particulièrement avec l'Afrique. Bien sûr, nous avons choisi le Burkina Faso comme premier pays pour être, disons, l'acteur de l'inauguration de la ligne directe entre Tunis et Ouagadougou, ce qui est très symbolique parce que ça reflète donc notre intention en tant que gouvernement tunisien, justement, de jeter les ponts solides. Nous avons déjà transmis à son Excellence aussi l'appréciation de la Tunisie, surtout de ses efforts de conciliation entre les Maliens, chose qui nous intéresse et que nous voyons avec un grand intérêt en Tunisie parce que la stabilité dans la région est une condition sine qua non pour le développement de tous les pays africains. Les rencontres avec nos collègues ministres du gouvernement burkinabé étaient aussi prometteurs. Je crois que nous sommes en train de marquer le point d'une avancée dans tous les domaines de coopération commerciale, économique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'expertise. Et nous avons parlé aussi des questions politiques et surtout de l'éventuelle visite de son Excellence, Monsieur le Président de Burkina Faso en Tunisie. Et puis, toujours hier, le budget de l'État, gestion 2011, a fait l'objet de vote à l'Assemblée nationale. Il s'est agi pour le gouvernement de rendre compte à la représentation nationale de l'exécution du budget 2011, à l'issue de laquelle présentation un vote est intervenu divisant majorité et opposition. La loi elle-même a été finalement votée et le compte-rendu est signé Sylvain Vebamba. C'est à 92 voix pour et 27 abstentions que les 119 votants ont adopté la loi de règlement du budget de l'État, gestion 2011. Conformément à l'article 105 de la Constitution, l'exécution de la loi de finances doit faire l'objet d'un compte rendu au Parlement. C'est pour permettre à l'Assemblée nationale de se rendre compte que l'autorisation qui a été donnée au gouvernement quant à l'exécution du budget, aussi bien en recettes qu'en dépenses, a été respectée. Nous nous sommes évertués à voir si dans l'exécution, toutes les règles, toutes les autorisations que nous avons accordées étaient respectées. Et à ce niveau, nous pensons que le gouvernement a fait un très bon travail. Nous n'avons pas trouvé d'anomalie. À travers les questions posées au niveau du débat général et aux déclarations, majorité et opposition ont exprimé chacun ses arguments, en pour ou en contre, et justifié son vote. Le ministre délégué au budget pour sa première sortie à l'hémicycle se devait de donner les explications nécessaires sur l'exécution de ce budget. Le budget 2011 s'est exécuté dans un contexte très particulier qui était marqué par la crise que nous avons connue. Et en matière de recettes, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'il y a une bonne mobilisation au niveau de nos recettes propres
à travers les performances réalisées par les régies des recettes. Également, en matière de dépenses, nous avions essayé de contenir nos dépenses dans la limite de notre budget. À cette plénière, le mandat du député Pierre Traoré a été validé. Il remplace le député Alfred Sanou, élu président du conseil régional des Hauts-Bassins. Les industries extractives du Burkina, elles, sont unanimes que leur responsabilité sociale est engagée en termes de respect de l'environnement. C'est ainsi que les acteurs concernés reçoivent en ce moment même à Ouagadougou une formation sur la gestion des risques de pollution et l'investissement au profit des populations affectées par leurs actions. Jacques Lamissa Tarpaga. La gestion de l'impact des activités des sociétés minières sur la vie des populations, l'environnement et même les conditions de vie et de travail des employés relèvent de la responsabilité sociale de ces entreprises. Il est donc important que les sociétés minières aient une pleine conscience de cette responsabilité. Il touche un peu la gouvernance de l'entreprise, mais essentiellement l'interaction que la compagnie, je veux dire une entreprise, peut avoir avec la société à son entièreté. Donc ces impacts, sa responsabilité vis-à-vis de ces impacts au niveau économique, social, environnemental, mais aussi au niveau transversal en termes d'éthique des affaires, en termes de transparence dans les affaires. Cet atelier de formation de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Burkina Faso, ITIE, réunit les différents acteurs. Il s'agit des sociétés minières, des organisations de la société civile et de l'administration publique. La question c'est de savoir quelle est la part de responsabilité de l'entrepreneur, de l'investisseur. Et en quoi est-ce que le reste de la société, parce que c'est ça aussi la différence, ONG, communautés locales, peuvent aider l'entreprise à assumer son rôle de responsabilité sociale. Donc en termes pratiques, pour répondre à votre question, il y a des outils aujourd'hui qui ont été mis en place, je veux dire notamment l'ITIE, dont le Burkina vient d'être pays conforme, comme le Niger. Il y a aussi le Global Reporting Initiative, qui est une initiative où on permet aux entreprises d'avoir un label unique, de faire le rapport sur un label unique. Lorsque je dis je suis responsable, il ne faut pas que je mette ce que je veux. Donc il y a un label qui était là, il y a bien d'autres instruments qui existent, il y a les principes directeurs de l'OCDE, il y a le Global Compact, le Pacte mondial des Nations Unies. La formation est assurée par le cabinet SAFRIC et d'autres sessions sont en vue afin de toucher l'ensemble des personnes et des structures concernées par la responsabilité sociale des entreprises du secteur minier. À Bobo Dioulasso, l'ONG Diaconia forme 24 de ses partenaires sur le suivi et évaluation des projets orientés résultats au profit du programme Fonds commun genre. Une fois cette formation achevée, les bénéficiaires seront plus opérationnels et plus prompts pour la réussite de leur mission sur le terrain. Ahadi Sandamba revient sur les enjeux de cette rencontre. Tous partenaires du programme Fonds commun genre, ils sont à l'école du perfectionnement en matière de suivi et évaluation des projets orientés résultats. L'initiative est de l'ONG Diaconia qui entend par cette formation rendre ses partenaires encore plus efficaces en la matière. C'est-à-dire qu'il s'agit de les doter d'outils, de mécanismes et de techniques de mesure de résultats qui nous permettent d'indiquer dans quelle dimension et dans quelle mesure les changements qui sont opérés dans leur structure sont perceptibles. Et ces changements-là doivent avoir une vocation politique, économique, sociale, en termes d'amélioration du vécu des citoyens pour lesquels leurs projets sont mis en œuvre. Cet atelier fait suite à celui tenu la semaine dernière et axé sur la budgétisation sensible au genre. Si, dans les budgets, la prise en compte du genre est déjà une réalité, dans l'opérationnalisation des activités, cela va s'en ressentir. Et en partant du budget sensible au genre, au mécanisme de suivi et évaluation, il va sans dire que nous posons là les jalons d'indicateurs sûrs qui nous permettront, en fin de réalisation des projets, de pouvoir indiquer clairement quelle est la dynamique de changement qui a été opérée. 4 jours durant, les participants vont se familiariser avec le système d'information de suivi et évaluation ainsi que son opérationnalisation à travers des outils pratiques. Et cette action de Diaconia vient renforcer celle du gouvernement burkinabé dans l'édification d'une société encore plus juste et équitable. Et parlons toujours d'une société juste et équitable. On ne cessera de le dire, les personnes vivant avec un handicap ont droit à la vie citoyenne. Un droit qui est très souvent occulté et c'est justement pour y remédier que le CAPES a initié un atelier sur la convention relative aux droits des personnes vivant donc avec un handicap. Kadi Isanogo. Comment accéder au premier étage d'un immeuble sans ascenseur et sans rampe d'accès lorsqu'on est en fauteuil roulant?
Paris n'a pas de réponse à cette question. Le CAPES, Centre d'analyse des politiques économiques et sociales non plus. Et pourtant, c'est bien à la réflexion sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à la vie citoyenne que Henri Koné a été invité par le CAPES. Élus locaux, acteurs de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile participent également à cet atelier où il est question de réfléchir pour une meilleure prise en compte des personnes handicapées. Nous avons pensé que c'était bon qu'on puisse vraiment faire connaître aux élus locaux les dispositions qui sont en cours dans notre pays pour leur permettre effectivement de considérer la spécificité des personnes vivant avec le handicap de manière à ce que dans les plans de développement locaux, ils puissent vraiment avoir une plage dans le budget qui puisse leur permettre effectivement d'être pris en compte et de favoriser leur insertion dans la société, au niveau de l'emploi, au niveau même de l'accès à certains bâtiments. Cette formation de 3 jours va permettre aux participants de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour une implication effective des personnes vivant avec un handicap dans les différents programmes et politiques de développement. Et pour mieux véhiculer ces messages, les médias sont en première ligne. C'est justement à cause de cette place de choix qu'ils occupent que le ministère de la Communication a initié une série de formations des journalistes. La 3e session qui s'est tenue à Banfora dans la Comoé a mis un point d'honneur sur les nouveaux défis de l'information et de la communication. Moumouni Baro, reportage. Les genres journalistiques, concepts, typologie et techniques, c'est sous ce thème que se tient la 3e session de formation des professionnels des médias dans la cité des paysans noirs, après celle de Dédougou et de Bobo-Dioulasso. Ce sont une vingtaine de participants issus des radios communautaires, confessionnelles et également des correspondants de presse de la région de Cascade à prendre part à cet atelier de formation. Je pense que c'est une évidence que d'entreprendre de renforcer les capacités des journalistes. C'est que vous le savez, les différentes éditions des prix Gallian ont souvent révélé quelques insuffisances dans la production journalistique. Donc c'est fort de ce constat que le ministère de la Communication a décidé d'initier des sessions de formation afin de faire procéder à une remise de niveau parce que comme toute connaissance, il faut la régénérer et la régénérer par la connaissance. Les métiers évoluent, l'environnement technologique évolue et donc il y a nécessité de s'adapter. Pour les participants, cette formation est la bienvenue puisqu'ils estiment que cela leur donnera des rudiments nécessaires pour un accroissement continu de leur performance. Les 2 jours de formation m'ont enrichi du fait que nous avions parcouru un certain nombre de modules, notamment les genres radiophoniques qui sont les genres journalistiques qui sont. Alors le compte rendu, le reportage et l'interview. Voilà essentiellement les quelques genres qui ont été parcourus au cours de ces 2 jours de formation. Cette formation vient encore compléter ce que nous faisons. C'est vrai que nous avons l'habitude de le faire avant, mais ce n'est pas assez. Pour une bonne information, il faut toujours acquérir des formations comme ça de ce genre. Et surtout à Banfora, nous n'avons pas beaucoup de formations de ce genre-là. Au-delà de cette session de formation, les participants sont invités à se cultiver davantage pour assurer un bon niveau de rendement. Car selon les formateurs, les besoins de formation et de perfectionnement demeurent importants et représentent une priorité non seulement des premiers responsables en charge de la communication, mais aussi des responsables des médias et des diverses associations des professionnels également. Une équipe de reportage s'est intéressée à la toute première intervention chirurgicale de l'hôpital national Blaise Compaoré intervenue le 16 avril dernier. Lumière sur la technique utilisée par l'équipe du docteur Gilbert Bonkougou dans ce reportage signé Wendata Nathalie Kaoré. Pour cette première intervention chirurgicale à l'hôpital national Blaise Compaoré, une grande équipe s'est mobilisée. Mais avant l'acte chirurgical proprement dit, les anesthésistes ont passé une trentaine de minutes pour pratiquer l'anesthésie générale à la patiente. Il fallait réunir tout le matériel nécessaire pour cette anesthésie générale. Et puis, vous avez constaté donc, le nombre de matériel que nous avons utilisé pour la surveillance de cette patiente-là. Donc, c'est le fait donc, de préparer donc, l'intervention qui a fait que nous avons mis du temps, effectivement.
C'est la technique de la cystoscopie diagnostique qui a été utilisée pour cette intervention chirurgicale. En termes simples, elle consiste à faire des perforations de 5 à 10 mm de diamètre et à l'aide de trocars et d'une caméra, les outils sont introduits dans le ventre de la patiente pour un travail d'exploration et de traitement. À l'exploration, chez cette patiente, nous avons trouvé que l'utérus était tout à fait normal, les 2 trompes aussi étaient normales, de même que les ovaires. Elle avait en plus une douleur vague du côté latéral droit du bas-ventre. Et nous pensons que certainement l'appendice y est pour quelque chose. Et finalement, donc, nous avons fait une appendicectomie. En plus de ça, cette patiente présente une hernie ombilicale. Donc, après avoir enlevé l'appendice par voie laparoscopique, nous avons aussi fait donc, la cure de sa hernie ombilicale. Selon les chirurgiens du jour, la technique utilisée revient moins chère à la patiente et elle présente des avantages en termes de durée de guérison. Plutôt que d'ouvrir le bas-ventre pour aller enlever, donc, explorer et enlever une maladie, en passant par cette voie, on va non seulement poser le diagnostic, mais aussi traiter la maladie. Et si tout va bien, en 48 heures, la dame repart à la maison et elle va pouvoir reprendre son activité. Dans ce bloc, ce sont des appareils ultra modernes qui sont mis à la disposition des chirurgiens. Ces derniers invitent la population à fréquenter ce centre de santé qui, contrairement aux rumeurs, est accessible par tous. Pour l'instant, cette institutrice qui vient d'y être opérée sera hospitalisée durant 2 jours. Après cela, elle devra retrouver ses forces d'ici à 1 semaine avant de retrouver ses élèves. Et dans le volet social de cette édition, nous parlons d'un homme, Amado Guindo. Il est connu à Djibo, dans le Nord, pour avoir toute sa vie œuvré dans la promotion de l'éducation des enfants. Une fondation s'est inspirée de ce don de soi pour le développement économique et social de la localité. Karim Patrick Namwano pour plus de détails. La cour de l'école primaire publique de Djibo A. Les artistes égayent les convives avant le début de la cérémonie. Les enfants jubilent mais attendent patiemment d'être récompensés. Sous les tentes, les adultes observent le lancement officiel des activités de la Fondation Amaga Guindo pour le développement économique et social. La création de cette association vise essentiellement à perpétuer sa mémoire et à léguer aux générations futures un modèle de combativité, du dévouement et de l'amour du travail bien fait. Feu Amaga Guindo est un ancien administrateur colonial. Après avoir servi au Mali et au Burkina Faso, il tire sa révérence en 1973. Les intervenants à la tribune lui rendent hommage et appellent à promouvoir les valeurs léguées par Feu Amaga Guindo. Le fait que ces actions seront au profit de toutes les franges de la population et à travers le territoire national témoigne de votre souci de ne pas faire de discrimination au niveau des bénéficiaires. Et je me réjouis de cela. Une vingtaine d'enfants issus des familles démunies ont reçu de la Fondation des vivres et des bourses d'études. Ils n'oublieront pas de sitôt cette cérémonie d'hommage et de récompense. L'installation officielle des maires de communes se poursuit et nous nous rendons à Kion, commune rurale située dans la province du Sanguier, où André Batiana est réélu à la tête du conseil municipal. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle que nous rapporte Tanga Robert Kafando. Docteur André Batiana, maire de la commune rurale de Kion. Désormais, le directeur général du Centre des œuvres universitaires doit aussi présider aux destinées des 23 000 habitants de cette commune de la province du Sanguier. Issu des rangs du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, Dr Batiana vient à la tête d'une commune où tout ou presque est à faire, mais les grands défis restent le désenclavement de la commune inaccessible en saison pluvieuse et surtout la promotion de l'éducation. Il y a des endroits où il n'y a pas d'école, ou encore, quand il y en a, ce sont des classes sous paillotes, les enfants ne sont pas dans les meilleures conditions pour apprendre, et même que j'ai visité certaines écoles où les salles de classe constituent un danger pour les élèves qui y sont, parce que c'est délabré, et ça menace de tomber à tout moment. Il va falloir trouver, il va falloir changer ça, et ça on va le faire. Ça je l'inscris en priorité
on va le faire. Pour faire face à tous ces défis, le nouveau maire compte sur les forces vives de sa commune, car pour lui, Kion sera ce que ses habitants voudront qu'il soit. Nous sommes des élus, nous sommes élus grâce à eux, nous leur devons cela et nous sommes venus également leur dire, leur réaffirmer que chaque jour que Dieu fera, chaque jour que Dieu nous donnera, nous serons à leur côté pour qu'ensemble nous puissions bâtir la commune, aller de l'avant. Les forces vives ont promis au maire le soutien dont il aura besoin pour la mise en œuvre de son programme quinquennal. Le nouveau conseil municipal ainsi installé compte 20 membres, dont 5 femmes. Actualité hors de chez nous à présent, toujours pas de revendication pour l'attentat qui a frappé la ville de Boston aux États-Unis. Le FBI et la police du département de la ville poursuivent les investigations et le bilan fait état de 3 morts, dont un enfant et une centaine de blessés. Alors, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle au programme de la RTB. Très bon après-midi à toutes et à tous.